967, simple nombre sur le chemin de l'infini. Pourtant, en ce 28 décembre, il marqua mon cœur et mon esprit. Comment ces quelques pages de noir et de blanc ont-ils pu me toucher si profondément? On dit souvent qu'il y a un avant et un après, qu'un moment de notre existence nous a marqués à jamais. Il m'arrivait quelquefois de ressentir cette sensation au fond de moi, dans plusieurs mangas, comme par exemple à la mort de Jiraiya, face à peine son ancien fils spirituel à la terrible détermination, ou la colère de Goku lors de la mort de son ami qui déclencha sa transformation. Majin Vegeta qui dit à son fils qu'il l'aime avant d'aller se sacrifier pour tuer une créature rose et grotesque qui deviendra plus tard son allié. Le carnage sans commune mesure lors d'une éclipse un soir, sur l'autel d'un sacrifice pour qu'un faucon renaisse tel un phénix noir. On pourrait passer des heures, des mois, voire des années, à compter tous ces moments qui nous ont touchés, marqués, bouleversés. Cependant, ce moment qu'on a vécu lors du dernier chapitre va bien au-delà de tout ce que je vous cite. Mais pourquoi ce chapitre m'a-t-il autant touché au fond de moi? Est-ce dû à l'histoire, à la narration, au style d'Eiichiro Oda? Ce n'est qu'un flashback qui nous conte l'histoire d'un homme digne d'être un roi. Pourtant, on le sait, ce mangaka joue avec nos sentiments et ce n'est pas la première fois. La douleur des coups de couteau et le hurlement d'une fille qui s'est sacrifiée pour sauver un village dont les habitants l'avaient, elle et sa sœur, adoptée. La mort d'un homme le haut d'une montagne enneigée nous apprend qu'il est important de vivre pour ses rêves et surtout de ne pas oublier. L'errance d'une petite fille démon qui recherche la connaissance dans la solitude s'étant créé un mur autour de son cœur pour ne plus souffrir et garder cette froide attitude, mais comprendre qu'au seuil de la mort, qui devait être par ce sacrifice une délivrance, qu'il existait encore en elle le désir de vivre car l'amitié est plus forte que sa souffrance. Le désespoir de sentir entre ses bras la mort d'un frère maudit par un nom, n'avoir pu le sauver malgré avoir affronté centaines de dangers et de démons, car même s'il nous quitte avec un sourire maintenant qu'il est aimé, rien ne comblera le gouffre qui au fond de nous maintenant s'est créé. Le sacrifice d'un père pour sauver sa famille qui était son véritable trésor et mourir de la main d'un homme qu'il a aimé comme un fils, peut-être à tort. Hurler avant que les dernières étincelles de sa vie ne le quittent que malgré ce que dit le gouvernement mondial, le One Piece existe. Tout ceci ne sont que quelques exemples, il en existe encore plusieurs dizaines. Oda fait virevolter nos sentiments comme un clown jongleur de couteaux dans une fête foraine. Mais j'ai cette persistante impression qu'il a été bien plus loin cette fois, qu'il a parcouru des chemins que je ne soupçonnais pas. Ce chapitre 967 est avant tout un voyage dans le temps. Au travers de ces pages, et même celles du chapitre précédent, nous redécouvrons des îles que nous avions visitées avec cet équipage des Mugiwara que nous accompagnons depuis tant d'années. Une île, au-dessus des nuages, où une cloche ne sonne plus depuis des centaines d'années, où une pierre à sa base a été gravée par le descendant de ceux qui l'ont créée. Une ville où courent des dizaines de canots, des charpentiers avec leurs rêves, comme un train qui sillonne les flots. Voir aussi Tom et ses élèves, rencontrer sans le savoir le seigneur des pirates et le shogun d'un pays isolé du monde et vivant en autarcie depuis maintenant plusieurs décennies. Un bateau, errant dans les ombres avec à son bord un homme seul avec sa folie, nous est suggéré avec la chanson Mix no Sake comme mélodie. À l'antipode de la tristesse de cet homme, le parc Chabondi, symbole de joie, nous est montré, nous rappelant ainsi le trauma que vécurent les Mugiwara face à Kuma. La perte d'un équipage pendant de longues années, à travers le Tequila Wolf, nous est aussi montré. Pont, qui est aussi le symbole d'une catastrophe datant de plus de 700 ans, condamnant à mourir des milliers d'opposants au gouvernement pour relier entre elles les îles, mais surtout effacer le passé par le présent. Nous nous enfonçons ensuite dans les noirceurs et les dangers de l'océan pour atteindre le royaume des hommes-poissons où la prophétie d'une enfant de 3 ans raconte la naissance d'une enfant au pouvoir tel une arme pouvant détruire le monde. 2 poneglyphes trônent en haut d'une colline avec gravé un message d'outre-tombe. Le premier, bleu roi, une excuse d'un homme vivant durant un siècle oublié. Le second, rouge sang, indique l'un des points pour atteindre l'île tant convoitée. Il faudra d'ailleurs retourner sur l'île où ces poneglyphes ont été créés, un retour à Wano Kuni qui ne se déroulera pas comme il l'aurait imaginé. La maladie vient frapper l'équipage, Toki ne pourra continuer l'aventure cependant. Elle restera avec ses enfants sur cette île qu'elle cherchait depuis tant de temps. Ce lieu a beaucoup changé, sous la régence d'un homme maintenant détesté. Les fourreaux rouges, protecteurs de Kuri, mais aussi de ce royaume en sa totalité, n'ont rien pu faire et veulent alerter Oden de la trahison en cours. Toki, connaissant Oden mieux que lui-même, elle sait qu'il se portera au secours
du royaume de Wa, quitte à sacrifier ses désirs, son rêve, son destin. Alors, il quitte ce monde en semant peut-être la graine d'une trahison et de son déclin. Il reste le dernier road poneglyphe à trouver pour atteindre la destination finale. Elle se situe à Zou, dans un arbre géant, sur le dos du plus grand animal que ce monde ait pu porter. Il erre depuis des centaines d'années, victime d'une malédiction dont on ne sait plus qui ou pourquoi on lui a jeté. Cette souffrance qu'il endure depuis plus d'un millénaire, Oden, Roger la ressentent au fond de leur cœur, ne sachant qu'elle sera similaire à celle que ressentiront Momonosuke et Luffy plusieurs années après. Ceci n'est pas qu'une simple coïncidence, mais bien la preuve d'une commune destinée. D'ailleurs, un autre destin sera révélé par Roger à un jeune jaguar. Il n'est pas encore temps pour lui de prendre la mer au-delà de la nuit noire. Son destin sera d'accompagner un équipage, voguer avec eux sous la lune, pour offrir sa vie en un feu magnifique pour que se lève sur le monde le crépuscule. Roger doit maintenant atteindre l'île dont il rêve car il lui reste peu de temps. Mais un dernier coup du sort intervient, la maladie se joue de lui en riant. Le clown ne pourra terminer le voyage avec cet équipage. Shanks, un homme jeune mais déjà très sage, se dit que lui aussi, au nom d'une véritable amitié, ne pourra continuer cette aventure sans Baggy, ce clown à ses côtés. Le gouvernement mondial ne peut taire la nouvelle qui aurait dû être une fable. Tous les journaux, à travers le monde, annoncent quelque chose d'incroyable. Un homme, du nom de Gold Roger, a atteint le bout du monde. Il est devenu le seigneur des pirates. Est-ce le début d'une tempête qui gronde ? Qu'a-t-il découvert aussi loin ? Quels sont ses secrets vont-ils être révélés ? Il nous reste juste une page à tourner. Mon cœur s'accélère. Que va-t-il nous montrer ? Je tourne la page fébrile et mon cœur, non, mon univers s'arrête. Une sensation indescriptible m'envahit, un vide, une joie, une tristesse. Ma vue se brouille, tout comme Roger, les larmes sur mes joues font leur apparition. Mais contrairement à lui, elles ne sont pas de joie, ni de tristesse, ni de déception. Même en ce moment, je ne sais pas pourquoi elles ont coulé. Sûrement qu'au fond de moi, je viens de réaliser que One Piece va un jour se terminer. Je viens de voir la fin d'un rêve d'un homme mourant qui a atteint la fin trop vite. Il connaît le secret du siècle oublié et de tout ce que cela implique. Il aurait voulu rencontrer Joy Boy il y a plus de 800 ans pour changer son destin, le cours du temps, pour ne pas laisser créer ce gouvernement. Mais surtout, il sait qu'il est Goldie Roger. Sa maladie l'empêche d'accomplir la prophétie, ce sera donc à son équipage, après sa mort, de trouver le nouveau porteur du dit. L'aider, par manière interposée, à atteindre cette île qu'ils ont renommée pour qu'ils puissent, dans plus d'une vingtaine d'années, faire trembler ce gouvernement qui, sûrement, à leurs yeux, n'a plus aucune légitimité. Les poneglyphes en leur possession doivent être cachés et les armes antiques protégées. Rayleigh, Crocus, Scopper comprendront, et ce désir, après sa mort, le réaliseront. Roger transmettra à Shanks ce savoir est sûrement la plus dure des missions. Trouver cette personne qui voudra parcourir le monde pour être libre, bravant les interdits et dépassant ses limites pour rétablir l'équilibre. Mais ils ne pourront accomplir seuls cette tâche. Roger devra compter sur une amitié, un ancien rival avec qui il partagera sous un cerisier une coupe de saké. Pour moi, il y a un avant et un après ce chapitre. Joy Boy a voulu, il y a plus de 800 ans, rendre ce monde libre moins triste, car les larmes qu'on a vu couler le long des joues de Goldie Roger ne sont pas comme les miennes des larmes de tristesse, mais bien de bonheur. Luffy a commencé cette aventure pour être libre, mais ce ne sera pas que lui, mais le monde entier qui sera délivré, joyeux et affranchi de ces dragons qui n'ont céleste que le nom. Ils toisent le monde du haut de leurs montagnes arrogants et ils comprendront que leur règne touche à sa fin, car nul ne peut arrêter la marche inéluctable de la destinée.